Bonsoir mesdames et messieurs, il est 22 h, bienvenue à vous dans ce bulletin d'information de la soirée. Au sommaire de l'actualité de ce mercredi 15 novembre. Le chef de l'État reçoit les promoteurs des méga-projets industriels à Djibouti. Voilà donc les principaux points que vous seront développés dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui, mercredi, en fin de matinée, au palais présidentiel, M. Donan, directeur général de l'industrie Investment Holding Company, société chinoise donc spécialisée dans le domaine de l'exploitation du sel. Au cours de cette audience, le président Guelleh et son hôte ont évoqué ensemble les perspectives de collaboration possibles entre notre pays et cette compagnie chinoise, notamment en matière d'extraction, de transformation et de commercialisation du sel djiboutien du lac Assal. La réalisation d'importants gains financiers par le biais donc de l'exploitation du sel devient d'autant plus plausible pour notre pays qui s'est récemment doté d'un port minéralier dans la localité du Gobet. Compte ministre auprès de la présidence chargé des investissements, Ali Guelleh Aoubacar, qui a aussi pris part à cette rencontre, il s'est réjoui des multiples retombées positives, notamment la création d'emplois suspendus à ce partenariat. L'Industrie Investment Holding Company projette rapidement de créer une usine d'extraction du sel du lac Assal, a indiqué donc le promoteur privé chinois à la presse à l'issue de ses entretiens avec le chef de l'État. Elle souhaite également se mettre en partenariat avec Djibouti donc en matière d'exportation de cette denrée, a-t-il également fait savoir. Je vous propose de l'écouter. En fait, à lac Assal, le port Gobet, c'est un port spécialisé au sel et construit par une succursale de notre groupe, qui s'appelle Tchèque, qui a construit le port. Nous sommes une société responsable, alors nous sommes venus pour faire marcher le port et des activités du sel. L'investissement va créer des emplois. Aussi, en fait, ça va en fait améliorer le niveau de vie en termes économiques ou en termes en fait social. Et le numéro 1 djiboutien Ismaël Omar Guelleh a reçu par la suite M. Yu Baodong, président directeur général de la célèbre société chinoise Poly GCL, mandaté à réaliser donc un méga projet dans la localité djiboutienne de Damerjog. Désormais en phase d'exécution, le méga projet liant Djibouti et la société Poly GCL donc est composé de 3 volets. Le premier volet porte sur la réalisation d'oléoducs censés acheminer à Djibouti, précisément à la localité de Damerjog, du gaz naturel en provenance de la région éthiopienne d'Ogaden. Le second volet de ce méga projet porte sur la réalisation, toujours dans la localité de Damerjog, d'une raffinerie transformant le gaz brut en produit fini. Et le troisième volet porte quant à lui sur la construction d'une centrale électrique chargée entre autres de fournir une énergie pérenne à la future raffinerie. L'audience entre le président Guelleh et le président directeur général de la société chinoise a notamment servi à aborder donc ensemble les plans d'exécution définitifs ainsi que le délai de réalisation de l'ensemble des travaux suspendus à la réalisation de ce méga projet. Les nombreuses retombées économiques de ce projet pour notre pays, telles que l'important processus de création d'emplois auquel il disposera, ont également été évoquées au cours de cette rencontre. Les discussions ont également pu mettre en lumière combien la réalisation de ce méga projet connectera notre pays à travers l'acquisition d'une centrale électrique supplémentaire avec un cadre hautement attractif pour les grands investissements privés. Le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali, et le ministre auprès de la présidence chargé des investissements, Ali Guelleh Aoubacar, ont pris part à cette audience. À noter également la présence à ces entretiens de l'ambassadeur de la Chine à Djibouti, Fu Huaqiang. Et à l'issue donc de cette rencontre, le ministre de l'énergie, Younis Ali Guédi, est revenu sur les points essentiels qui ont été au menu de l'entretien entre le président Guelleh et le PDG de la société chinoise Poly GCL. On l'écoute. Dans le cadre du méga projet gazier de la société Poly GCL, nous avons en effet ce matin paraphé les protocoles d'entente avec la société chinoise Poly GCL. C'est un accord historique, c'est les bases
des autres activités commerciales et juridiques de la société et du commencement du méga-projet gazier. Par la suite de cette journée, disons, historique, nous avons introduit la délégation auprès du président de la République de Djibouti, Al-Haj Ismaël Omar Guelleh, pour une visite de courtoisie. Et les sujets qui ont été abordés lors de cette entrevue avec le président de la République étaient que les différentes phases du projet, la phase finale du projet qui sera entamée, d'autres questions d'ordre juridiques et commerciaux du projet ont été aussi débattues, mais aussi les retombées économiques pour la République de Djibouti. Et pour sa part, le ministre en charge de l'investissement auprès de la présidence, Ali Ghella Oubakar, a rappelé que ce projet est l'un des plus importants en République de Djibouti, puisqu'il est financé à hauteur de 4 milliards de dollars. Je vous propose de l'écouter. Le président vient de recevoir 2 délégations chinoises tout d'abord. La première délégation qui vient de recevoir, c'est le développement, ça concerne le développement de la région de la Kassala, surtout sur l'exploitation de bromes, une usine de fabrication de bromes qui sera installée à Goubet. C'est un projet très important. Et aussi, il y a une autre société aussi qui va investir dans le domaine du sud caustique. Donc, c'est 2 projets très importants qui aura des retombées sur cette région et en République de Djibouti. Et le deuxième projet qui concerne la société PolyGCL, c'est un projet transfrontalier qui concerne l'Éthiopie et Djibouti. Mais chez nous, il aura plus d'impact dans le domaine de transformation, de liquéfaction des gaz, de production de l'énergie et d'exportation. Comme le gaz est produit en Éthiopie et transporté à partir de Djibouti, ce projet aura beaucoup de retombées en République de Djibouti, dans le domaine de création de l'emploi, dans le domaine de développement industriel aussi, puisqu'on aura de l'électricité vraiment à coût très réduit, moins cher par rapport aujourd'hui. Jusqu'à présent, on manque de l'électricité et dès qu'on aura cette électricité, nous aurons beaucoup d'industries qui vont s'installer et qui vont créer de l'emploi pour les jeunes djiboutiens. Et avant leur rencontre donc avec le président de la République, le ministre de l'Énergie et le PDG de la société chinoise PolyGCL ont signé ce matin un accord d'entente, un mémorandum d'entente concernant le méga projet gazier. Donc nous allons revenir sur cette journée avec Asma Oubakar. Bonsoir Asma. Bonsoir Ahmed. Alors une mise en place d'un gazoduc entre Djibouti et l'Éthiopie, à la construction d'une usine de liquéfaction et la création d'un terminal gazier à Damedjoug. Bien, le montant Ahmed, des investissements consentis avoisine les 4 milliards de dollars, ce qui en fait le plus grand investissement de l'histoire du pays. Le méga projet gazier entre le gouvernement djiboutien et PolyGCL a ainsi été donc finalisé après plusieurs mois de discussions et de négociations. La signature de cet accord est un grand pas qui permettra donc à Djibouti de s'insérer pleinement dans le secteur industriel ou secondaire. Et bien, outre le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, du président directeur général de la société chinoise PolyGCL, la cérémonie de signature de l'accord a vu la participation de nombreux hauts cadres du département de l'énergie, de la conseillère du président de la République, Mme Hibadou Ismail, de l'inspecteur d'État, de l'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, ainsi que plusieurs autres invités. L'aboutissement du chantier permettra non seulement aux voisins éthiopiens d'exporter du gaz vers la Chine et d'autres pays, mais aussi de soutenir le développement socio-économique dans les 2 pays. Le nouveau gazoduc long de 700 km environ transportera jusqu'à 12 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an depuis l'Éthiopie et vers Djibouti. L'usine de liquéfaction aura la capacité de produire jusqu'à 10 millions de tonnes par an de gaz naturel liquéfié après la finalisation des phases
d'extension du projet. Les deux parties ont donc conclu l'accord de principe grâce auquel elles pourraient tirer profit de manière équitable. Eh bien, le gouvernement djiboutien et la multinationale chinoise se donnent un délai donc, de 6 mois pour finaliser les contrats juridiques relatifs au méga projet, une condition nécessaire pour lancer donc Ahmed concrètement ce projet qui a une importance vitale pour Djibouti et le polygicel. Et dans son intervention, le ministre de l'énergie s'est déclaré satisfait de la signature de ce mémorandum d'entente entre le gouvernement djiboutien et la société chinoise pour lancer les travaux de ce méga projet. Je propose de l'écouter. Marque l'aboutissement de plusieurs mois de discussion entre l'investisseur et les gouvernements djiboutiens. Et nous sommes fiers aujourd'hui d'être parvenus à cet accord mutuellement bénéfique et qui répond aux attentes de toutes les parties prenantes. Mais avant de poursuivre cette allocution, j'aimerais adresser mes sincères et plus vifs remerciements au président de la République de Djibouti, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, pour son précieux concours et son effectif soutien sur ce dossier qui représente le plus grand investissement de l'histoire de notre pays. La mise en œuvre de ces projets est très attendue par les Djiboutiens et le gouvernement, bien entendu, accompagnera et appuiera tout le ciel de façon active et continue afin de nous permettre de réaliser ces projets d'envergure dans les meilleures conditions et délais. Je tiens à rappeler que le gouvernement attache une importance capitale à ce projet et sa concrétisation confortera la position de Djibouti comme hub énergétique régional et pôle industriel de référence. La mise en place et l'opération des infrastructures ne manqueront pas de générer des revenus substantiels pour l'État djiboutien, mais elles favoriseront encore et également l'emploi de la main-d'œuvre locale et la création de nombreuses opportunités d'affaires, sans pour autant oublier la préservation de notre environnement qui constitue notre richesse essentielle. Enfin, main dans la main, Djibouti, l'Éthiopie et la Chine, encore une fois, s'attelleront à faire de ce projet un réel succès et feront le nécessaire pour tirer un maximum de profit de ce domaine sans égal. Ahmed, tout ce que l'on pouvait dire concernant ce mémorandum d'entente entre Djibouti et la société chinoise PolyGCL, et rappelant donc que la Chine accompagne Djibouti dans plusieurs projets de développement. Merci Asma pour toutes ces précisions. Également dans l'actualité, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu aujourd'hui un vibrant hommage à la mémoire de feu Aden Chide Robleh, entrepreneur et notable djiboutien décédé aujourd'hui même au pays. Dans son hommage posthume, le président Guelleh a décrit le défunt notable djiboutien d'homme affable, juste et bon, qui a toujours joui d'une bonne réputation au sein de notre communauté. Travailleur infatigable, il sut donner à des générations successives de Djiboutiens le goût à l'entrepreneuriat, au sein duquel il connut un franc succès, notamment dans l'entretien et la maintenance des produits relevant de la climatisation, a-t-il poursuivi. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel, a enfin souhaité le président de la République, formulant ses condoléances attristées à sa famille, ses proches et amis. Patriarche à la tête d'une importante famille, feu Aden Chide Robleh laisse derrière lui une épouse et de nombreux enfants. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Également dans l'actualité nationale, sous la présidence de Mohamed Ali Ahmed, la première séance de la deuxième session ordinaire de l'an 2017 s'est tenue donc ce mercredi dans les arcanes de l'hémicycle. Cette séance qui a vu la participation du Premier ministre Abdelkader Kamil, des membres du gouvernement et l'ensemble des parlementaires avait pour ordre du jour l'examen de 3 projets de loi, à savoir le projet de loi portant création de la régie djiboutienne du tabac et fixant ses attributions. Il faut savoir que la régie djiboutienne du tabac sera chargée d'organiser de manière planifiée
l'importation, l'exportation, la fabrication et la distribution des produits de tabac sur l'ensemble du territoire national djiboutien. Cette structure aura également pour mission de veiller au respect des avertissements sanitaires apposés sur les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des différents produits. Par ailleurs, la régie djiboutienne du tabac sera chargée d'imposer à tous les fabricants et importateurs des interdictions de mise sur le marché de produits non conformes. Elle sera également habilitée à délivrer la licence de commercialisation du tabac sur le territoire national aux personnes physiques ou morales. Également, un projet de loi de finances portant règlement définitif du budget de l'État de l'exercice 2016 et enfin un projet de loi de finances rectificatif de l'État pour l'exercice 2017. Finance numéro 197 portant règlement, donc le deuxième projet portant règlement définitif du budget de l'État de l'exercice 2016. Troisième point à l'ordre du jour, projet de loi des finances numéro 205-2017 portant budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2017. Et concernant toujours cette deuxième session ordinaire de l'an 2017 de l'Assemblée nationale, nous allons à présent nous intéresser à la séance des questions et réponses durant laquelle les députés ont interrogé donc les membres du gouvernement sur les sujets des questions du jour, notamment ce qui concerne la création de la régie du tabac. Ce présent projet de loi développe une stratégie multisectorielle visant à instaurer une politique nationale de contrôle des produits du tabac. En l'occurrence, il s'agit de créer un établissement public à caractère administratif afin de lutter contre le commerce illicite des produits du tabac. Avec cette loi, il y aura des entités spécifiques qui détiendront des licences et selon la population, ces dernières années, le problème de l'exclusivité ne profite qu'un certain nombre de nos concitoyens et qui n'est pas généralisé. Il y a des milliers de petites boutiques qui vendent des cigarettes. Est-ce qu'elles seront soumises à cette licence? La commission des finances, de l'économie générale et du plan a examiné du dimanche 29 au lundi 30 octobre le projet de loi de finances rectificative du budget de l'État pour l'exercice 2017. La surtaxe de 70%, 10% de TVA et 23% de TIC et 70% de surtaxe. Sur les recettes du tabac, eh bien, pour l'année 2017, nous avons enregistré une recette allée de l'ordre de plus de 300 millions de Djibouti. Et permettez-moi aussi de vous rappeler que le tabac fait l'objet de 10% du TVA, 23% de TIC et 10% de surtaxe. Le rapport a commencé par donner le solde ou le déficit budgétaire 2016 d'un montant d'environ 3,513 milliards. Or, les rapporteurs avaient, au cours de sa présentation, il a rappelé les chiffres des recettes, de réalisation des recettes à hauteur de 125,305 milliards et de dépenses générales de 124,574 milliards. Si vous faites la différence, ça nous fait un solde positif de 731 millions. Un solde positif de 731 millions. Le chiffre de déficit de 3,513 milliards vient d'un autre document qui s'appelle le tableau des opérations financières du Trésor. C'est une autre présentation de l'exécution du budget qui est différente de la présentation du budget national. Le budget national prend en compte les recettes générales et les dépenses générales. Les prêts sont considérés comme des ressources et sont comptabilisés dans les recettes. Les indicateurs que l'OMS a mis en place, Djibouti les respecte tous. Si vous avez vu, moi personnellement je ne suis pas un fumeur, ni un brouteur, ni un buveur de café, et je suis une des premières personnes dans ce pays, parmi les premiers qui se battent contre ça, mais il faudrait savoir que ceux qui fument, ils savent que derrière chaque boîte, il y a des insignes bien clairs.
toutes les recommandations qui nous ont été demandées par l'OMS ou qui se fait au niveau international dans les autres pays sont respectées à Djibouti. Mais Djibouti est allé au-delà de ces insignes, parce que lorsque il y a l'enjeu et de l'argent, tout le monde fait un pas en arrière. Donc Djibouti a mis une surtaxe, une taxe forte sur ces produits, et qui profitent de ces taxes, ils sont mis à la disposition du département chargé de la jeunesse pour protéger la jeunesse. Et pour sa part, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a surtout insisté sur la nécessité de réglementer à travers le projet de création de la régie djiboutienne du tabac la vente des produits tabac dans notre pays, tout en régulant sa consommation et parlant d'atténuer l'effet néfaste du tabagisme. Nous l'écoutons. En ce qui concerne le tabac, malgré tous les efforts qui ont été faits avec des taxes qui augmentent sans arrêt, on essaye maintenant de mettre encore des bâtons dans les roues des gens qui veulent fumer le tabac. Et tout ça pour augmenter. Mais tous les pays du monde, je dis bien tous les pays du monde font la même chose. L'autre jour, en écoutant à la télévision, on dit voilà, les pluralistes en France vont augmenter encore de 30 centimes le paquet de cigarettes. Encore, ça augmente, quoi. Les augmentations sont là. Maintenant, on va rajouter encore des licences, des agréments. Tout ça, c'est pour effectivement bloquer, lutter contre le tabagisme. Mais malgré ça, malgré tout cela, ne croyez pas, mesdames et messieurs les députés, qu'on va sevrer les Djiboutiens du tabac. Ça, ce n'est pas vrai. Mais nous allons lutter dans ce sens-là. Merci. En nouvelle nationale, toujours, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a réuni ce matin dans son cabinet les directeurs des différentes banques de la place. Cette rencontre vise à discuter donc de la mise en place d'un plan national pour le développement de l'entrepreneuriat. L'idée de créer un centre servant d'incubateur afin d'initier les jeunes et favoriser à l'émergence donc d'une économie entrepreneuriale chemine. Le ministre a souligné que le gouvernement djiboutien a mobilisé les ressources nécessaires pour soutenir les financements des projets des jeunes. En retour, les banques doivent soutenir et consentir à faciliter les modes opératoires pour faire bénéficier donc aux jeunes les fonds nécessaires pour que leur projet voit le jour. Ce centre d'incubation va appuyer les porteurs de projets de micro et petites moyennes entreprises. Il va apporter également un appui en termes d'hébergement, de conseil en entrepreneuriat, management, technologie et recherche de financement, ainsi que de la conception de l'entreprise jusqu'à maturation. Cela donc va aider les jeunes djiboutiens à se familiariser avec les différentes étapes de la création d'entreprise et le monde de l'entrepreneuriat. Et cette réunion donc a vu la participation des responsables des banques djiboutiennes et des directeurs responsables du ministère des Finances. La communication constitue un axe essentiel pour la réussite du processus de décentralisation. Aussi, le ministère en charge de la décentralisation a pris l'initiative d'organiser un atelier pour l'élaboration des lexiques des termes de la décentralisation dans les deux principales langues nationales, en Afar et en Somalie, à l'Institut des études diplomatiques. Cet atelier a vu la participation des représentants des médias nationaux, des ministères sectoriels, de l'Institut des langues du CERD, des pen clubs Somalie et Afar, de la société civile ainsi que des enseignants de l'université de Djibouti. La cérémonie d'ouverture donc de cet atelier La cérémonie donc d'ouverture de cet atelier a été présidée donc par le ministre délégué chargé de la décentralisation, Hamoud Mohamed Aramis, en présence de son collègue de la communication, des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougei. Ces lexiques constitueront un outil de communication, d'information et de formation pour faire connaître les notions de décentralisation, de gouvernance locale et de développement local, faire connaître les défis et les réalisations en la matière, faire connaître également les droits et obligations de chaque acteur dans la mise en œuvre du processus de décentralisation. Et prenons la parole lors de cette rencontre. Le ministre de la Communication, Abdi Youssouf Sougei, a remercié donc le ministre délégué en charge de la décentralisation pour l'organisation de cet atelier. Le ministre donc a indiqué que la décentralisation est un nouveau processus qui nécessite une appropriation auprès du public à travers les différents médias. Le consensus pour la mise en place de ce lexique permettra, a-t-il dit, au public de mieux comprendre et cerner les messages politiques pour une réussite effective
de la mise en œuvre de la décentralisation. Et de son côté, le ministre en charge de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a mis l'accent sur l'importance de l'élaboration des lexiques sur la décentralisation pour vulgariser et améliorer donc la communication, outil essentiel et fondamental pour la réussite du processus. On l'écoute. C'est avec un réel plaisir que j'assiste avec vous à cet atelier consacré au lexique de la décentralisation. Je me réjouis d'autant plus que nous sommes encadrés pour discuter de cette thématique d'un panel de chercheurs et de spécialistes en langue nationale. S'intéresser au lexique de la décentralisation, l'exercice peut paraître évident, voire même banal pour certains d'entre nous. Cela peut paraître comme une préoccupation périphérique, voire même secondaire, pour nous qui sommes habitués à débattre de thématiques plus politiques comme la déconcentration, la fiscalité locale ou encore les transferts de compétences. Pourtant, alors que la décentralisation, par sa nouveauté, par sa méthodologie et par son organisation, fait irruption dans les sphères sociopolitiques, les langues nationales ne peuvent être tenues à l'écart de ces mutations et de ces évolutions. Ce n'est tout simplement pas possible et d'ailleurs, je me réjouis que nos langues et ses usagers mobilisent des trésors d'ingéniosité et de créativité pour intégrer la décentralisation et ses concepts dans le parler quotidien. Expliquer la décentralisation à l'ensemble de nos concitoyens doit passer nécessairement par la médiation des langues nationales, aussi bien à la télévision, à la radio, mais aussi dans la presse écrite. C'est pourquoi, et compte tenu de l'innovation politique que constitue la décentralisation, nos langues nationales qui révèlent des richesses lexicales considérables doivent s'entendre sur les définitions, sur les équivalences ou encore sur les traductions. Ce travail d'harmonisation et d'ajustement sémantique est indispensable si l'on veut que nos concitoyens aient une meilleure perception des réalités du processus de la décentralisation. Et pour clore l'actualité nationale, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, a reçu ce mercredi à l'état-major de la gendarmerie le major général Adams, commandant adjoint de la garde nationale de l'État du Kentucky aux États-Unis. Le commandant-major général Adams a été accueilli donc avec tous les honneurs dus à son rang et avec une troupe d'honneur. Cette visite de cette autorité fait suite à une visite rencontre du général américain au commandement de la gendarmerie nationale il y a 6 mois de cela, au cours de laquelle une convention de partenariat avait été mise en place entre les deux forces. Et après un entretien en tête-à-tête avec le général Adams, il n'a pas manqué de souligner l'importance du partenariat prometteur entre la garde nationale du Kentucky et la gendarmerie djiboutienne. Il a ensuite signé le livre d'or de la gendarmerie nationale. Et à l'issue, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a offert au général et à sa délégation un petit déjeuner. Et la visite donc s'est clôturée par un échange de présents. Et de là, nous passons à l'actualité régionale et internationale avec Ali Abdillahi. Bonsoir Ali. Bonsoir Donc Ahmad. au Yémen, Ali, une manifestation de grande ampleur s'est tenue hier dans la capitale yéménite à Sanaa, contrôlée par les rebelles Houthis, pour demander la levée d'un blocus qui a, selon l'ONU, des conséquences catastrophiques sur la population. Ali. Effectivement, donc ce siège imposé par une coalition militaire arabe sous commandement saoudien est oppressant et le monde entier dort, ont scandé des manifestants qui se sont rassemblés devant le bureau des Nations Unies. Le peuple yéménite est assiégé, a lancé Amin Mohamed, un habitant de Sanaa. Après le tir d'un missile balistique le 4 novembre dernier, Ahmad, par les rebelles Houthis, intercepté au-dessus de la capitale saoudienne, la coalition arabe a accusé l'Iran d'avoir fourni ce type d'armes aux rebelles et a renforcé le blocus maritime, aérien et terrestre autour du Yémen. La guerre au Yémen oppose les forces gouvernementales qui ont été chassées en septembre 2014 de Sanaa. Et de l'autre côté, les rebelles Houthis, issus de la minorité zaïdite, branche du chiisme très présente dans le nord à la frontière saoudienne. En mars 2015,
Le gouvernement yéménite et du président Abdurrabou Mansour Hadi a reçu le soutien de la coalition emmenée par Riyad, mais les forces loyalistes regroupées dans le sud peinent à remporter des victoires décisives. Selon l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé, le conflit a fait plus de 8650 morts et quelques 58 000 dans de nombreux civils. Selon l'ONU, le Yémen, pays pauvre de la péninsule arabique, connaît la pire crise humanitaire au monde. Et le gouvernement régional du Kurdistan irakien a annoncé hier qu'il respectera la décision de la justice fédérale irakienne sur l'unité de l'Irak et l'interdiction de la sécession de la région autonome. Il y a de cela un peu moins de 2 mois après le référendum sur l'indépendance du Kurdistan, le gouvernement régional du Kurdistan irakien a annoncé hier qu'il respecterait la décision de la justice fédérale irakienne interdisant la sécession de la région autonome. La Cour fédérale suprême a estimé le 6 novembre dernier qu'aucune région ou province ne pouvait faire sécession. Elle avait été saisie par le gouvernement central qui lui demandait de mettre fin à une interprétation erronée de la Constitution et de réaffirmer l'unité de l'Irak. Le 25 septembre dernier, le leader kurde Massoud Barzani avait organisé un référendum d'indépendance. Ce vote avait déclenché une crise sans précédent entre Erbil et Bagdad. Aussitôt donc les résultats, le gouvernement central irakien avait envoyé ses troupes reprendre donc le contrôle de toutes les zones situées hors de la région autonome comme Kirkouk et dont les combattants kurdes avaient pris le contrôle depuis 2003. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.